Bonjour à tous, donc voici ici votre chapitre numéro 13 concernant votre livre de fondation sur le jet crowding. Alors le jet crowding, comme vous le voyez ici, c'est une caractéristique qu'on va essayer de visualiser par rapport aux fondations profondes pour vraiment essayer de voir quel est l'intérêt et comment on peut mettre en place ce système. Alors à la base, le jet crowding, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique un peu d'amélioration de sol, si on peut s'exprimer ainsi, qui va mettre en mouvement en fait un fluide dans le sol. Et par ce mouvement de fluide dans le sol, il va y avoir un phénomène de déstructuration du sol pour créer à la place de ce sol un genre de coulis de ciment qui est un petit peu plus porteur que le sol. Donc on va créer sous l'injection d'un coulis à haute pression un genre de béton de sol. Alors les puristes vont pas aimer ce qui est le béton de sol, mais moi je pense que pédagogiquement parlant, c'est ce qui pourrait vraiment aider le plus la personne et l'étudiant à comprendre ce phénomène, c'est qu'on va donc déstructurer le sol en, en essayant de mettre un jet à très grande vitesse et à très grande pression pour essayer de le déstructurer, donc essayer de vraiment déstructurer sa granulométrie quelle qu'elle soit. La deuxième étape, c'est l'extraction. Donc on va essayer d'extraire une partie du terrain jusqu'à la surface pour enlever cette partie-là qui doit être remplacée par notre coulis de ciment. Et la troisième phénomène plutôt, c'est l'incorporation. Donc à la place de ce sol qui a été déstructuré et rejeté à la surface, c'est d'incorporer notre béton de sol en lui-même. Alors vous le voyez ici, les étapes, et je vais vous montrer après ici une autre visualisation qui est très très simple. Les étapes, elles sont pas très compliquées à comprendre. Donc la première étape, comme vous le voyez ici, c'est on va essayer de forer à l'aide d'un train de tige qui est souvent entre 10 et 20 cm de diamètre. On va forer dans le sol. Et comme vous l'avez vu sur les images précédentes, au bout de ce train de tige, on a des petits orifices par lesquels va sortir sous haute pression notre coulis de ciment. Alors ça, c'est la première étape. On va descendre jusqu'à la profondeur voulue dans le sol. Une fois qu'on est à la profondeur voulue, on va remonter ce train de tige et toujours le faire tourner. Et en même temps qu'on va le remonter, vous allez voir qu'on va soit injecter uniquement un coulis de ciment, soit on va injecter un jet d'air plus un coulis de ciment, soit un jet d'eau, un jet d'air et un coulis de ciment. C'est en fonction du sol, on verra les caractéristiques de chacun de ces possibilités. Alors vous continuez à monter au fur et à mesure, vous continuez à injecter dans le sol à haute pression ce coulis de ciment, et vous allez avoir une sorte de grosse colonne comme ceci. Donc ça, c'est les trois étapes basiques. On peut ajouter une quatrième que je vais vous montrer directement après. Et le résultat qu'on va avoir ici dans le sol va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de la vitesse avec laquelle on va faire tourner le train de tige. Ça dépendra aussi de la pression et du débit qu'on aura ici en base de la tige. Ça dépend du sol en lui-même. S'il est granuleux, sableux, s'il est argileux, on n'aura pas le même résultat. Et la machine sera adaptée, la technique sera adaptée à chaque sol. Donc vous allez voir ici, la méthodologie, ici elle est un petit peu plus détaillée. On retrouve toujours les étapes que vous avez vues juste avant, à savoir le forage. Une fois qu'on a fait le forage, on va faire ce qu'on appelle le jetting, donc on va vraiment essayer en même temps qu'on tourne, injecter notre coulis de ciment en même temps qu'on le remonte. Une fois qu'il est exécuté, si on veut faire une étanchéité de paroi, on va pouvoir essayer, comme vous le voyez, d'injecter notre coulis entre deux colonnes qui ont déjà été créées pour avoir une notion d'étanchéité par rapport à de l'eau. Vous voyez, le niveau bleu ici, c'est de l'eau. Alors qu'est-ce qui m'intéressait de vous montrer ici sur le schéma? C'est au niveau de la surface sur votre chantier, qu'est-ce que vous retrouverez? Vous allez voir en fait trois conduits, rouge, vert et bleu. Le bleu, c'est pour l'arrivée de l'eau, le vert, c'est pour l'arrivée du ciment, et le rouge, c'est pour l'arrivée de l'air. Tout ça en haute pression. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur ici, on peut avoir soit uniquement le coulis de ciment en vert, soit le coulis en vert plus l'air en rouge, ou soit les trois, l'air, le ciment et l'eau. Ok? Alors ces trois jets, c'est ce qu'on appelle en fait le jet simple, double ou triple. Quand on est en jet simple, qu'est-ce qui se passe? On a juste sous pression notre coulis de ciment qui est injecté dans le sol. Si on est en jet double, on a le coulis plus autour l'air comprimé à haute pression
qui va y être injecté. Quand on est en jet triple, vous le voyez, c'est la différence. On aura dans la partie supérieure l'air et l'eau qui vont être d'abord injectés pour déstructurer le sol. Et puis quand il a été déstructuré, on a le deuxième orifice ici pour mettre sous pression notre coulis de ciment. Alors le choix entre ces différentes possibilités va dépendre, comme je vous ai dit, de la nature géophysique du sol à traiter. Si c'est du sable ou de l'argile, on va privilégier plutôt l'une ou l'autre technique. Donc par exemple ici le processus donc triple, donc le jet triple qui érode donc très très bien le sol grâce au jet d'eau et à l'air, lui va être plutôt intéressant quand c'est des sols qui sont fortement compacts et comme par exemple des argiles et qui va vraiment bien déstructurer notre sol avant d'injecter notre coulis. Quand on est dans des sols un petit peu plus granulaires, on peut se permettre d'utiliser uniquement que le G5 parce que là on aura vraiment une possibilité de pousser nos grains un petit peu plus facilement puisqu'ils ont déjà des diamètres un petit peu plus grands. Ça va ? Donc en fonction du rayon d'action qu'on va envisager, aussi là on va peut-être privilégier, si on veut un rayon d'action un petit peu plus poussé, le G double ou le G triple en fonction du G5. Les contraintes du site, si on est dans une gare, on n'a peut-être pas la possibilité d'avoir le compresseur à air, le compresseur pour la pompe, la zone ici pour le traitement, par exemple, de notre coulis de ciment qui a été traité avec les pompes. Donc si on est dans un endroit restreint, on ne sait peut-être pas se permettre tous ces phénomènes de gestion du compresseur d'air, du compresseur d'eau, du compresseur par exemple avec la pompe à ciment. Donc là, le site a une influence aussi en lui-même. Maintenant, si on est sur un terrain vague, on peut se faire plaisir et aller chercher un G-strip sans aucun problème. Après, il y a un coût aussi supplémentaire par rapport à ça, mais par rapport à la contrainte de site, elle est quand même un petit peu minime. Alors, voici ici votre jet simple. Donc comme vous le voyez ici, vous avez la projection ici sous haute pression de votre coulis de ciment. Et on a dans notre diamètre de 10 cm de la colonne ici, juste le coulis qui est mis ici. Ça va ? Alors les flèches ici vous montrent en fait le refoulement du sol qui, sous pression, s'il y a une partie qui ne sait pas se déstructurer facilement, qui va remonter sous la pression ici au-dessus. Pour ce qui est du jet double, donc on a ici une gaine d'air comprimé autour de notre coulis qui va en fait projeter à plus grande pression encore notre coulis. Et donc dans le jet double, on va avoir une très grande vitesse, de jet annulaire, et donc le rayon d'action il est beaucoup plus grand entre un jet double. Vous aurez ici un rayon d'action plus grand entre un jet double qu'un jet simple où là il n'y a que le coulis qui fait la pression et qui fait le travail. Là par contre on aura le coulis plus l'air qui va faire le travail. Donc là on aura déjà un procédé qui est déjà un petit peu plus caractéristique en termes de qualité. Alors pour ce qui s'agit maintenant du jet triple, là vous le voyez, vous avez la colonne ici avec les trois couleurs qui amènent en bleu l'eau, en rouge l'air et en vert le coulis de ciment. Et donc à l'étage supérieur on aura l'air plus l'eau qui va complètement à haute pression déstructurer votre sol, et au niveau inférieur on aura l'injection de votre coulis de ciment. Donc là vous voyez on est sur deux phases propres et distinctes. Alors je vais essayer de vous montrer ici 3 petites vidéos qui n'auront pas des caractéristiques en termes de qualité extraordinaires, mais qui auront le mérite de vous expliquer en vidéo ces 3 petits phénomènes-ci. Alors voici ici donc une première petite vidéo qui va vous montrer donc l'application du G7. Donc vous voyez on fait le forage. Quand on est en bas, on envoie le coulis de ciment à haute pression dans le sol, et alors ce coulis par sa force et sa pression va déstructurer votre sol. Alors je vous la remets ici pour que vous le voyez une deuxième fois. Donc vous voyez on fore dans le sol. Une fois que c'est foré, la pression du coulis va déstructurer et écarter votre sol, et vous allez créer à la place du sol votre colonne en jet grouting. Alors vous l'avez vu ici sur la vidéo, je vais vous le remonter une troisième fois pour vous le montrer, mais vous avez ici une petite cuvette qui en fait va récupérer, quand vous êtes au début dans l'extraction, cette petite cuvette-ci va récupérer en fait les excédents de sol qui ont été déstructurés et qui n'ont pas eu la possibilité de se comprimer à l'intérieur du sol. Ça va ?
Alors, je vais vous montrer maintenant le jet double. Alors, sur ce jet double, vous allez le voir ici. Donc, on va avoir toujours l'outil foreur qui va arriver, il va arriver en bas. Et là, vous aurez le mélange d'air, la colonne donc d'air, le cône d'air qui va entourer notre coulis de ciment. Et là, vous aurez toujours au niveau supérieur la petite cuvette pour récupérer l'excédent de sol qui n'a pas été suffisamment bien déstructuré. Je vous le remets ici une deuxième et dernière fois pour que vous le visualisez correctement. Donc vous avez ici votre déstructuration du sol au fur et à mesure que vous allez remonter votre train de tige et que vous allez envoyer sous pression votre mélange air coulis de ciment. Donc là on aura déjà un rayon d'action comme je vous l'ai montré un petit peu plus conséquent. Je vais vous montrer maintenant le jet triple. Alors voilà ici la vidéo. Donc là la différence, je vous rappelle, on est dans le jet triple. Donc on va avoir ici, comme vous le voyez au niveau inférieur, c'est d'abord, comme vous le voyez, il y a deux zones. Une première zone supérieure où c'est l'eau et l'air qui vont complètement créer la cavité. Et le deuxième jet en dessous, lui, va envoyer le coulis. Donc je vais vous le remontrer ici une deuxième fois. Donc, comme vous le voyez, on va regarder ici en bas. Vous allez d'abord avoir, hops, vous voyez ici en bleu et en clair, une cavité pardon, qui a été créée juste par l'eau et l'air. Et en dessous, deuxième coulis, c'est le coulis de ciment qui est envoyé dessus. Ça va? Donc là ici, on a vraiment quelque chose de bien établi qui vous montre que l'utilisation de ce système-là a des caractéristiques beaucoup plus précises puisqu'on crée déjà la cavité avant d'aller injecter notre coulis sous pression. Alors qu'est-ce qui va nous faire choisir aussi le système à employer? On peut se baser en fait sur une petite formule assez simple qui vous montre que l'énergie utilisée par mètre, donc E, va dépendre en fait de la pression du GP, du débit avec lequel vous allez envoyer le système et de la vitesse de remontée. Donc là, vous voyez qu'en fait, de manière générale, si je regarde par exemple deux petits graphiques ici, vous allez voir ici que on va avoir, ça c'était le cas ici, c'est Soltange Bachi qu'il avait exécuté pour le métro du Caire. Vous allez avoir en ordre donné l'énergie de jet en mégajoules par mètre et ici en fait le diamètre de la colonne en jet de Krauting obtenu en centimètres. Mais vous voyez que plus le sol est dense, plus quand vous allez obtenir des diamètres importants, vous allez devoir fournir de l'énergie dans un sol dense. Tandis que quand vous allez rester dans des sols qui sont moyens en termes de compacité et de densité, vous allez avoir pour une même dimension de colonne une énergie moindre. Si je vous prends par exemple une colonne de 200 cm de diamètre, pour un sol moyen compact, vous devez faire plus ou moins de l'ordre, on va dire, allez, 75 mégajoules par mètre en termes d'énergie, donc il vous faudra produire 75 mégajoules par mètre de colonne ballastée créée en termes d'énergie. Pour le même diamètre, sur un sable qui est très dense, mais là vous le voyez ici, vous allez avoir besoin de 125 par exemple. Voilà, moi je dis 120, 125 mégajoules par mètre. Donc plus le sable, plus le sol est dense, plus il vous faudra pour une même dimension de colonne fournir d'énergie. Vous le voyez encore ici par exemple sur de l'argile molle, ici avec de la tourbe, qu'on retrouve ici sur les hauteurs des Ardennes parfois. Pour une même dimension de colonne, entre un jet double et un jet simple, l'énergie fournie pour avoir le même diamètre, il est plus avantageux d'aller chercher un jet double qu'un jet simple. Il vous faudra quand même beaucoup moins d'énergie. Ici on tourne peut-être, on va dire à 30-35 mégajoules par mètre. Et ici on est à 185-190 mégajoules par mètre pour un jet simple. Pour le même sol, exactement le même sol. Donc vous voyez qu'en fait ici, le jet double, il y a beaucoup moins d'énergie nécessaire à mettre en place que le jet simple, mais par contre, logistiquement parlant sur terrain, il faut amener un compresseur d'air. Et ça, si vous avez la place, tant mieux. Si vous n'avez pas la place, tant pis. Ça va? Alors en termes des étapes, maintenant, j'aurais voulu ici m'attarder avec vous sur une petite vidéo que vous retrouvez aussi sur YouTube, qui va vous expliquer en fait la méthodologie sur chantier. Alors cette petite vidéo-ci ici vous montre en fait la mise en place sur chantier du jet de Krauting. Alors par rapport donc à
ce petit outillage qui est votre tête de forage en fait, hein, juste ça. Donc là on vous montre le jet simple où c'est le coulis de ciment qui est projeté, le jet double avec l'air qui entoure en même temps votre coulis de ciment, et troisième méthode, c'est comme vous le voyez ici, la méthode du jet triple. Alors soit le jet triple, la projection se fait par en bas de la tige de forage ou alors sur le côté latéral. Ça dépend d'une marque à l'autre de tête de forage. Je vous l'ai montré avec la tête de forage latérale. En termes d'extraction et en termes de pression de coulis, mais on peut le faire dans les deux sens avec la projection du coulis de ciment vers le bas. Donc chaque fois qu'il y a un chantier qui est effectué avec ce jet de cranting, comme vous le voyez, il y a toujours un marquage nécessaire en termes de qualité pour savoir ce qu'on met à l'intérieur de notre sol. Sinon ça devient un petit peu plus compliqué en termes de contrôle qualité. Donc là je vous ai montré ici la première zone de traitement par rapport à votre coulis de ciment et l'eau qui remonte. Et là ici c'est le système donc à pression. Donc on ne va pas prendre un petit compresseur qui fait 50 cm de haut sur 80 de long. Donc vous voyez que le système à mettre en place, c'est déjà un système un petit peu conséquent, ainsi que la machine. C'est pas une petite machine de kéké qu'on va s'amuser à mettre au fond d'un garage. Ça amène déjà à des conséquences en termes d'implantation sur chantier. Alors ce qui m'intéressait de vous montrer ici là-dessus, c'était que par rapport une fois que vous êtes en termes de forage au niveau inférieur, donc vous avez en bleu la petite remontée ici du sol en extrait, donc avec la possibilité en visu de voir la pression, et que donc en fonction du type de sol, le diamètre de cette colonne créée en jet coating va différer, puisque ça dépendra du sol en question. Alors là vous le voyez, le sol qui est en surpression réinjecté au niveau supérieur, là, dans la petite cuvette qui est située juste ici. Donc là ça vous montre ici les colonnes qui ont été créées et terrassées donc autour, avec, comme vous le voyez là-dessus, ça m'intéressait ici de vous montrer, on voit en fait la zone ici de forage direct, donc avec le premier jet de cranting qui a été créé autour, et puis on voit l'entièreté des lignes en fait de coulis qui a séché, et une colonne est venue se fondre et se marier en fait avec l'autre colonne grâce au jet qu'on voit en fait se mettre l'un dans l'autre. Donc ça c'est assez intéressant aussi de visualiser dans le système. Après là il vous montre ici des références de chantiers qui ont été effectués aux États-Unis, avec, comme vous le voyez encore ici, la possibilité aussi de reprise en sous-œuvre. Je vous l'avais montré par dans les reprises en sous-œuvre toute une série de techniques, mais on peut encore utiliser ce système-là. Alors on le voit ici, ce système est envisagé comme on peut le voir sur un système de dalle, soit un système de soutènement où on a les différents types de sols à retenir avec une excavation sur le côté. Ça peut être envisagé ici sur un système de tunnelier en termes de percement, ou même ici une retenue d'eau avec un tirant qu'on peut venir mettre ici en système supérieur. Donc vous voyez que ce système est mis en place dans pas mal de cas. Alors, à quoi ressemblent ici en vrai vos systèmes de jet de cranting? Donc vous voyez, quand je vous disais tout au début de la vidéo que ça ressemblait plus ou moins à des bétons de sol, on a plus ou moins cette qualité là où on voit en fait des genres de sols très denses comme si c'était de l'argile en fait, mais c'est le mélange de coulis de ciment qui est parfois utilisé avec de l'eau. Alors, quand est-ce qu'on utilise réellement ce système de jet de cranting? Alors, comme vous le visualisez, il y a pour moi deux idées d'utilisation de ce jet de cranting dans le génie civil. Soit on fait de la stabilisation d'ouvrage ou de sol, soit on fait de l'étanchification de sol. Donc si on est dans un système de stabilisation, ça peut être pour des systèmes de parois de soutènement avec des reprises en sous-œuvre, ça peut être aussi effectué. La stabilisation de parois pour des tunnels, ça peut être fait pour des modifications de fondation. Par exemple, quand on a les ouvrages avec des caves et qu'on veut refaire un niveau inférieur, on peut se servir du jet cranting pour ce système-là. Pour le système d'étanchéification, ça peut être pour des voiles étanches, ça peut être pour des noyaux d'étanchéité, ça peut être pour des fondations profondes. Enfin, vous voyez que vous avez toute une série de schémas qui vous montrent les systèmes dans lesquels on peut l'utiliser et qui a fait ses preuves. C'est pas quelque chose qui date de 10 ans.
les tout premiers jet crouting ont été réalisés il y a plus de 60 ans, donc c'est pas une technique qui date il y a 15 jours, je vous rassure. Alors, pour le particulier, comme je l'ai montré, ça peut être utilisé en soutènement. Donc il y avait une maison ici à Deauville, et sur lequel on voulait faire ici sur le côté un parking souterrain. Ben, on a fait donc la colonne ici en jet crouting, et puis on a créé le parc de soutènement. Alors, dans le génie civil maintenant, comme on le voit ici, à Lyon, le tunnel le BPNL, donc là en fait il y a toute une série de colonnes en jet crouting qui ont été réalisées. Chaque colonne avait un diamètre de 80, et en fait ça servait, comme vous le voyez ici, à créer notre futur tunnel par rapport au système qui était envisagé. Donc il y avait une zone remblayée, la zone traitée, et puis on allait créer notre système de tunnel. Ce qui est un petit peu plus particulier ici à Singapour, c'est qu'en fait vous aviez deux niveaux ici de métro, et donc comme les sols étaient assez saturés en eau, puisqu'on avait un niveau d'eau qui était quasi jusqu'au niveau supérieur, il y a, ici c'est Soltange Bachi qui a fait ça, qui a préféré étanchéifier et donner une solidité autour du futur percement de tunnel supérieur et inférieur, avec quand même 550 colonnes en jet triple, qui étaient quand même conséquentes. Pour le métro en France à Lyon, vous voyez ici, on a dû passer sur certaines habitations en cave pour venir créer des jets simples pour étanchéifier et donner en fait au sol ici supérieur au tunnel une rigidité un petit peu plus grande pour éviter un affaissement de la création du tunnel. Alors dans le sud de la France ici, dans une usine d'ArcelorMittal, en fait il y a une adaptation en fait de l'usine qui a été demandée, et donc il y avait un percement à l'intérieur de la dalle qui avait été demandé, et donc toute cette stabilisation de sol ici au niveau des parois a été fait par jet crouting, et puis on est descendu, on a creusé, on a terrassé, et on est venu créer les deux dalles ici au niveau inférieur. Dans le nord de la France, ça a été créé comme ça. Alors ici, en Australie, il y a quand même ici un jet double qui a été fait à 85 mètres de profondeur, donc ça traversait quand même 1, 2, 3, 4 sols. C'est pas non plus nécessairement quelque chose de courant, mais avec des diamètres d'un mètre 20, on arrive à descendre en ce record-là à 85 mètres, quand même déjà relativement conséquent. Et il y avait une petite particularité aussi que j'avais vu, que j'avais pu observer, c'est que il était possible sur jet crouting d'aller placer en fait un petit tube qui venait s'insérer dans cette colonne fraîchement créée, et le but c'était de créer donc une paroi moulée avec une dalle ici supérieure sur laquelle une certaine série de pieux ou de colonnes on va dire et de tubes en métal étaient insérés dans le jet crouting et servaient simplement à support de notre dalle ici supérieure. Ça va? Donc voilà qui clôture ici cette vidéo sur votre jet crouting.